Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait un petit moment déjà. On va refaire un peu le point sur le Bitcoin. Est-ce qu'on a le droit actuellement à une correction qui est plutôt saine sur le marché en fait des crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin, ou est-ce que c'est le début des tendances baissières qui sera en train de se dessiner, du fameux bear market? On va un petit peu en fait essayer de voir ça dans cette vidéo. Alors on va commencer par l'analyse du Bitcoin. On va ensuite voir un petit peu tous les éléments qu'il y a à prendre en compte pour les prochains mois, que ce soit des analyses fondamentales, les risques économiques. Il y a plein de choses qu'il faut absolument prendre en compte. Donc je vais essayer un petit peu de faire le point par rapport à tout ça. Et on va également terminer par l'analyse de l'Ether qui, à mon sens, est aussi extrêmement importante et qui, je pense, aujourd'hui, a sa place à côté du Bitcoin. C'est le Bitcoin, mais c'est aussi l'Ether qui, aujourd'hui, commence à avoir une certaine capitalisation qui fait que, auparavant, on parlait surtout en fait du Bitcoin et des altcoins, et je pense qu'aujourd'hui en fait parler du Bitcoin, de l'Ether et des altcoins, c'est pas forcément délirant. Donc on va bien sûr commencer tout de suite par l'analyse du Bitcoin. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo en tout cas pour me soutenir et tout simplement continuer à avoir de nouvelles vidéos de ce type là. Je vais quand même essayer d'augmenter un petit peu la cadence de vidéo. Pas mal pris pour le coup ces dernières semaines, mais là maintenant on va pouvoir un petit peu réattaquer avec des vidéos un petit peu plus soutenues, et je parlerai justement de la prochaine vidéo en fin de cette vidéo là. Allez, on commence, installez-vous, on a pas mal de choses pour le coup à se dire. Alors on va commencer par le Bitcoin. Donc là je vous mets le graphe du Bitcoin, on est en 3D. Donc grosso modo, enfin un peu refaire le contexte, mais je pense que vous le connaissez. On avait eu ce range qui avait duré plusieurs mois pour le coup, entre les 30 000 et les 40 000 $ à la suite en fait de l'énorme correction qu'on avait eu en fait au mois de mai-juin de l'année 2021. Donc grosso modo, on était sorti en fait par le haut de ce range pour aller ensuite rechercher très rapidement dans la zone des 50 000 $. On avait ensuite corrigé dans la zone des 40 000. J'avais justement fait en fait dit dans ma dernière vidéo que on était sur une zone d'achat. On était justement en fait en plein dans la correction sur les 40 000, et pour le coup ça n'a pas loupé. On a été ensuite rebondir une nouvelle fois. On a même été carrément faire un nouveau plus haut. Alors bon, ça je l'avais un petit peu dit en fait dans mes différentes lettres d'investissement qui elles sont envoyées toutes les 2 semaines, donc elles sont beaucoup plus régulières pour le coup en fait que les vidéos. Et si vous voulez vraiment être tenu au courant, il faut absolument s'inscrire aux lettres qui sont envoyées chaque 2 semaines. Donc vous trouverez le lien en description. J'avais vraiment indiqué que cette nouvelle cassure d'ATH n'était pas vraiment convaincante, qu'il fallait être extrêmement prudent, qu'à mon sens, il fallait jouer cette cassure, mais avec beaucoup de prudence et peu de risques. Ça veut dire des stops plutôt proches et sortir dès que ça commence à s'invalider. Et pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une belle invalidation. Donc, on évoluait au sein d'un canal haussier, donc depuis justement le point bas des 30 000 $. Et ce canal haussier, malheureusement, il a été cassé. Il a été cassé justement récemment par la baisse et la forte baisse en fait qu'on a eu du Bitcoin, qui est revenu chercher dans la zone des 40 000 $. Donc ça, pour le coup, c'est quand même le premier signe négatif qui me fait dire aujourd'hui, avec une certaine assurance, bien que je ne sois absolument pas devin, qu'on peut oublier d'avoir une année 2021 qui soit haussière aujourd'hui. Je pense que novembre a été un mois plutôt mauvais, et à mon avis décembre risque d'être également assez mauvais, même si on peut avoir un petit rebond. Je doute fortement pour que ce soit to the moon et qu'on aille faire de nouveau plus haut, en tout cas pas pour cette fin d'année 2021. Si on avait tenu la zone des 53 000 $ et qu'on aurait tenu en fait ce canal haussier, on aurait pu effectivement revenir faire un nouveau plus haut en cassant l'ATH et avoir une fin d'année qui serait vraiment exceptionnelle, mais c'est absolument pas pour le coup ce qu'on a eu. Le support a été cassé et ça pour le coup il faut absolument le prendre en compte. Donc ça c'est la première chose qu'il faut absolument prendre en compte. La deuxième, c'est qu'on a eu
un échec en fait de la cassure de l'ATH avec par la suite un rejet puissant. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un signal baissier. Donc ça, il faut aussi absolument le prendre en compte. Quand il y a en fait comme ça des cassures d'ATH qui sont très rapidement invalidées et qu'après ça vient chercher beaucoup plus bas, ça vient aller chercher la liquidité et les stops, ça reste quand même très baissier. Même si pour l'instant, je ne vais pas non plus commencer à parler de bear market ni quoi que ce soit, on n'est absolument pas, pour l'instant en tout cas, dans cette configuration-là. Il faut comprendre que la zone des 40 000 $, c'est vraiment la zone clé. Ce serait la zone qu'il faudrait éviter en fait pour le coup de casser. Si on peut éviter en fait de réintégrer le précédent range entre les 30 et les 40 000 $, ça pourrait quand même nous sauver, j'ai envie de dire, le début de l'année 2022. Pour moi, grosso modo, si on tient les 40 000, on va continuer de ranger entre les 40 000 et les 60 000 $ durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et après, on pourra, je pense, s'extirper par le haut avec une zone pivot qui est plutôt évidente dans la zone plus précisément des 58 000 $. Donc 58, 59 000 $, ça c'est vraiment la zone pivot qu'il faut absolument surveiller. On le voit, c'est la résistance, la précédente résistance mensuelle et qui est également pas loin de l'ATH de 2021, qui sont vraiment les zones de résistance clés. Si on ne va pas plus bas que les 40 000 $, qu'on consolide tranquillement et qu'on vient de nouveau reteste ces zones-là, ben là on peut effectivement espérer de pouvoir les casser une bonne fois pour toutes et repartir sur une accélération haussière. Tant que ces zones ne sont pas reprises, honnêtement, on n'espérait absolument pas quoi que ce soit de ce marché. Ça c'est vraiment très important. Maintenant, il faut que la zone des 40 000 tienne. Si on la casse et qu'on réintègre le précédent range, on va venir titiller en fait des zones vraiment très dangereuses, notamment la zone des 30 000 $ qui doit absolument tenir. La raison, elle est simple, c'est que si on ne tient pas la zone des 30 000 $, si on regarde le graphique, si on le regarde en plus en weekly, on voit un magnifique double top. Et si le double top, pour le coup, il est validé par une cassure du creux qui a été formé à 30 000 $, ça commence à sentir quand même plutôt très mauvais en fait pour le Bitcoin. Mais ce n'est absolument pas, à mon sens, le scénario que moi, honnêtement, je privilégie aujourd'hui. Alors, je me protège toujours des pires scénarios, c'est-à-dire que moi, je suis absolument pas quelqu'un qui fonce tête baissée en fait dans ce marché en mode holder jusqu'au bout, à accepter en fait de subir des phases de bear market et des grosses phases de baisse, absolument pas. Moi, je gère systématiquement mes risques et ça, je vais justement en parler un petit peu après. Et donc, c'est pour ça que ça me dérange pas en fait de parler de scénarios baissiers. Très souvent, surtout les personnes qui sont exposées, que ce soit sur YouTube, Twitter, ils ont cette pression de toujours parler uniquement de hausse. Donc on est bull, on est haussier, etc. Et dès qu'on commence un peu à parler en fait de scénarios un petit peu baissiers, en général, on s'en prend plein la gueule. Moi, honnêtement, je m'en fous complètement parce que moi, il n'y a pas d'émotion en fait derrière. Peu importe que le marché soit haussier, baissier, en range, ça m'importe peu parce que j'ai ma stratégie, je gère mes risques et peu importe ce qui se passe, de toute façon, je préserve au mieux mon capital et j'ai envie de dire, si on peut encore aller chercher de la plus-value, je vais la chercher. Mais vraiment, c'est important d'être capable d'accepter tous les scénarios. Parce que ceux qui refusent d'entendre parler de bear market ou de tout ce que vous voulez, sont des personnes qui seront les premiers à être totalement surpris, pétrifiés en fait par un bear market, qui vont rien faire et qui vont juste se retrouver comme des cons avec un portefeuille qui aura perdu 80, 90, 99% en fait de sa valeur, juste parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler en fait d'un bear market et qu'ils ne voulaient absolument pas le prendre en compte et l'intégrer dans une stratégie. Donc il faut en parler. Maintenant, comme j'ai pu le dire, on n'est absolument pas dans cette configuration-là. Pour moi, pour qu'on parle vraiment de bear market sur une longue période de temps, donc ça veut dire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour moi, il faut qu'on casse les 30 000 $. Alors déjà, si on vient réintégrer les 30 à 40 000 $, déjà là, on peut se dire qu'on part pour plusieurs mois sans problème de consolidation. Mais si les 30 000 tiennent, j'ai envie de dire que ça va. Par contre, s'ils cassent, là pour le coup, je donne pas cher du Bitcoin, mais je donne encore moins cher des altcoins qui, à mon avis, vont vraiment fortement baisser. Et Dieu sait qu'il y a un potentiel de baisse sur un nombre d'altcoins qui est assez important. Donc tout ça, il faut absolument être capable d'en parler, mais je pense que déjà là, vous avez à peu près tous les niveaux qui sont importants et tout ce qu'il faut surveiller. Ce qui est également très important dans les phases comme ça, c'est de ne pas se précipiter à l'achat.
moi je vois tout le temps, toujours les mêmes, buy the dip, buy the dip, buy the dip. En fait, ils savent dire que ça. Et ils ne font que acheter à chaque fois des corrections, et puis encore des corrections, et encore des corrections. Alors, je ne sais pas en fait comment font ces personnes. Est-ce qu'ils ont un capital illimité? Est-ce qu'ils peuvent buy the dip comme ça ad vitam aeternam? Apparemment oui, parce que vu qu'ils ne font dire que ça. Quoique, au final, si on veut être honnête, je voyais beaucoup des buy the dip au début de la correction. Là, actuellement, beaucoup moins. Étrangement, je pense que le capital a dû être bien cramé. Et le problème, en fait, de ces personnes-là qui sont tout le temps là à vous dire c'est les soldes et qui, en fait, tout simplement n'ont aucune stratégie, c'est que ils vont cramer leur capital très très vite. Et après, ils seront comme des cons à subir encore des baisses et à se dire merde, je fais quoi? Et au final, ces mêmes personnes-là vont paniquer et vont vendre encore plus bas. Ils vont encaisser une perte. Et au final, ils n'auront absolument pas profité correctement de la baisse. Donc là, aujourd'hui, on est sur un niveau qui, à mon sens, est intéressant pour être acheté. Alors, je précise, on est proche d'une zone de support, la zone des 40 000 $. Le Bitcoin a plutôt bien purgé. Il y a pas mal d'indications qui commencent, pour le coup, à aller en fait dans le sens d'un point bas. D'un point bas, bien évidemment, en fait, si on joue le scénario sur lequel les 40 000 $ tiennent, et qu'au final, on range entre les 40 et les 58 000 $. Bien sûr, placer une cartouche ne veut pas dire mettre tout l'argent qu'on a, absolument pas. À mon sens, ce qu'il faut faire, c'est mettre une première cartouche sur justement la zone actuelle, d'attendre ensuite par la suite une confirmation haussière. Et pour avoir une confirmation haussière, c'est attendre qu'on vienne péter la zone des 58. Vraiment, cette zone, elle est importante. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le bas du canal qui va maintenant faire office de résistance, plus la résistance mensuelle, et non loin l'ATH du début d'année, en fait, 2021. Donc tout ça, en fait, ça forme une énorme résistance, et je pourrais en plus rajouter la moyenne mobile 20 qu'on voit au milieu, en fait, des bandes de Bollinger. Donc tout ça, en fait, ça forme une énorme résistance. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas juste que le Bitcoin vienne toucher les 60 000 pour acheter. Absolument pas. Il faut casser cette zone par des clôtures, à minima des clôtures, on va dire à court terme sur du H2, H4, au mieux sur du daily. Ça, c'est vraiment le minimum, mais tout va également dépendre de comment est-ce que le prix du Bitcoin va venir chercher cette zone. S'il vient rapidement, s'il vient doucement, il y a plein de choses à prendre en compte, et c'est pour ça qu'il faut aussi être capable d'avoir un suivi un peu plus régulier. C'est justement en fait ce que je fais notamment dans mon groupe Discord privé. Donc ça, il faut absolument le prendre en compte. Donc mettre une cartouche intelligemment, oui, parce qu'on est maintenant sur un niveau intéressant en fait d'achat. Mais attention, on peut se tromper, on n'est pas devin. Si on vient casser en fait la zone des 40, à mon sens, là il faudra soit remettre une deuxième cartouche parce que là le risque réduit, ça il faut aussi le prendre en compte. Plus le prix baisse, plus il vient chercher en fait des zones de support qui sont importantes et moins le risque est élevé. Je sais que très souvent, on n'a pas du tout cette perception du risque et on se dit oh mon Dieu, si le Bitcoin vient chercher en fait dans la zone des 30 000 $, c'est catastrophe. Oui, c'est catastrophe si on vient la casser. Mais honnêtement, c'est tellement peu probable qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter cette zone-là que de paniquer. Et surtout que le consensus global sera en mode panique à bord. Hein. Donc bien sûr, après, ça c'est si on est haussier sur une longue période de temps. Maintenant, si on est baissier et qu'on mise sur la fin du Bitcoin, évidemment qu'on n'aura pas du tout en fait ce genre de stratégie, toujours avec une gestion du risque et avec ensuite des stops de sécurité pour être capable de correctement gérer et d'accepter les pertes. À chaque fois, c'est toujours très important. Ou alors en mode DCA, comme ça on moyenne correctement son prix, mais on le moyenne sur une longue période de temps et pas en mode buy the dip. À chaque correction, chaque semaine, on achète et au final, au bout d'un mois, on n'a plus rien. Non, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Soit on fait là un DCA de manière intelligente, soit on met des lignes sur des niveaux de support intéressants et on attend après des confirmations pour continuer à s'exposer pour le coup à ce marché. Donc voilà un petit peu par rapport au Bitcoin. Maintenant, on va un petit peu parler en fait des différents éléments qu'il faut absolument prendre en compte. Alors déjà, le risque par rapport au marché américain. Je vous rappelle quand même que le Bitcoin est fortement corrélé au marché US. Pour l'instant, il est quasiment inexistant dans le sens où le marché US, il évolue dans une tendance haussière extrêmement forte. Donc ça aussi, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas du tout de signe baissier. On a des petites phases de correction qui tout de suite sont
rapidement au final, se retourne rapidement avec des petites corrections en V. Donc boum, ça retrace et boum, ça repart également comme de plus belle. Donc pour l'instant, le marché reste dans une forte dynamique haussière. Je sais, je vous vois venir, il y a énormément de risques, mais pour l'instant, ces risques, ils n'impactent pas le marché américain pour plein de raisons. Ces risques, lesquels sont-ils? Alors déjà, la 5e vague du Covid, je pense que on en parle déjà assez, je ne vais pas forcément en parler, avec le nouveau variant Omicron, qui effectivement peut présenter un risque, même si au final, à mon avis, plus de peur que de mal. Mais ensuite, qu'est-ce qui aura vraiment un impact? Ce sera surtout en fait les politiques monétaires, et notamment la politique de la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui a enfin accepté qu'on avait une inflation qui n'était pas que temporaire, mais pour le coup, c'est pas forcément une grande surprise, vu que ça, tout le monde le savait, et qui a enfin commencé à parler de baisser les injections de liquidités. On n'est même pas encore sur une hausse des taux, absolument pas, pour l'instant on n'y est pas, mais peut-être que 2022 sera une année de transition, même si je n'y crois pas trop. Je doute en fait que la Fed ait une marge de manœuvre très importante par rapport au taux d'intérêt, et je pense que même s'ils les augmentent, ils vont tellement peu les augmenter par rapport à la croissance qui va être générée, qu'au final les États auront toujours une marge de manœuvre pour continuer à payer en fait leur énorme dette, avec des taux qui vont pas suffisamment monter pour que ce soit vraiment impactant en fait pour les pays américains, européens, qui sont tellement endettés aujourd'hui que les taux ne peuvent plus vraiment monter. Et s'ils montent, ils vont monter beaucoup moins vite que la croissance. Enfin, croissance entre guillemets, mais de nouveau, on n'est pas là pour débattre de ça. Donc c'est pour ça en fait que je doute vraiment qu'il y ait des mesures qui soient suffisamment radicales, qui soient prises pour qu'elles aient vraiment un impact sur les marchés. Maintenant, on verra. Ça se trouve, on aura des mesures qui vont vraiment impacter les marchés. Je n'y crois pas. Et c'est pour ça en fait que je n'essaie pas de prédire l'avenir. On verra ce qui se passe. Ce sont des risques qu'il faut juste prendre en compte. Ensuite, les pays émergents qui sont quand même dans des grandes difficultés et qui redémarrent beaucoup moins vite que les pays pour le coup occidentaux comme les États-Unis et l'Europe. Il y a également le ralentissement chinois qu'il faut prendre en compte, et notamment le krach des promoteurs immobiliers chinois avec Evergrande, mais il n'y a pas que Evergrande pour le coup, il y a aussi pas mal d'autres plus petits promoteurs immobiliers qui sont également en train de couler. Donc tout ça en fait, ça va purger un marché qui reste pour l'instant cantonné au marché chinois, à voir si ça pourrait pas avoir des répercussions, parce que je rappelle quand même que bien que ça se passe en Chine, il y a pas mal d'institutions financières qui ont prêté de l'argent pour le coup à ces grands groupes chinois, donc ça pourrait avoir quand même des répercussions, mais de nouveau pour l'instant ça n'impacte pas le marché. De nouveau, ceux qui essayent de prédire les cracks se trompent tout le temps. Avec Evergrande, il y a plein de personnes qui sont amusées à se croire plus malins que les autres, à dire c'est bon, on va avoir le crack, et au final, il n'y a rien eu. Donc, de nouveau, les cracks ne seront pas prédits. Ça, il faut vraiment insister, en fait, par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, juste, on ne peut pas les prédire. Donc ça, il faut absolument le prendre en compte. Ensuite, des risques liés à une hausse galopante de l'inflation. Alors, de nouveau, une inflation officielle qui, à mon avis, est bien en deçà de la réalité. Il suffit de regarder, en fait, le S&P, le marché immobilier, pour voir également une inflation qui n'est pas de 5 à 6%, mais qui est bien plus élevée en fait que ça. On regarde les matières premières, etc. On n'est pas à 5%, on est à bien plus que ça. Donc de nouveau, mais ne serait-ce que les chiffres officiels ne peuvent même plus cacher l'inflation. Donc déjà en fait, rien que ça force les politiques à devoir peut-être un petit peu évoluer. Et comme j'ai pu le dire, à mon avis, ils vont pas trop évoluer non plus. Donc pour le coup, qui vont subir l'inflation? Les épargnants. Tous ceux qui n'investissent pas. Et malheureusement, beaucoup trop de gens, notamment en France, qui ne savent pas correctement investir, qui vont se mettre sur des livrets A, sur des fonds en euros qui ne rapportent rien. Ils vont perdre de l'argent. Je rappelle quand même que si les prix augmentent de 5 à 10 à 20% et que vous n'investissez pas, vous avez automatiquement votre pouvoir d'achat qui baisse de 5, 10, 20%. Donc même si vous gardez par exemple vos 100 000 euros, en l'espace de 1 an, 100 000 euros vous permet d'acheter beaucoup moins. Donc vous perdez de l'argent. Et en l'espace de quelques années, au vu de l'impression monétaire et de l'inflation qui commence à vraiment exploser, en fait, épargner, c'est tout simplement mourir, j'ai envie de dire, parce que vous allez vraiment détruire tout votre argent. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et c'est pas en étant sur un livret A,
sur une assurance vie fonds en euros à 1% ou sur toutes ces conneries que vous allez préserver le moindre capital. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et ensuite, l'impression monétaire, j'en parle même plus tellement que ça devient complètement délirant. Et l'endettement sans limite sous prétexte de la guerre contre le Covid. Je rappelle quand même que les guerres, à chaque fois, sont le prétexte justement à ces dérives monétaires. On l'a eu avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et maintenant la guerre contre le Covid. Comme quoi, ça tombe à pic justement pour pouvoir justement imprimer sans limite, s'endetter sans limite. Et je rappelle qu'à chaque fois, il y a eu des conséquences très très importantes. Donc, de nouveau, si vous restez cash, ça peut malheureusement, en tout cas on peut le payer très très cher. Alors je sais que c'est compliqué en fait d'investir, mais d'un côté, ceux qui n'investissent pas vont se faire éclater par l'inflation, et ceux qui investissent, pour le coup, eux vont peut-être subir la volatilité, mais in fine, ils vont pas subir l'inflation, en tout cas ceux qui investissent sur les bons actifs. Et ensuite, il y a un long débat par rapport à quels sont les bons actifs. Est-ce que c'est l'or, les métaux précieux, les actions, le bitcoin? Moi, je pars du principe qu'il faut être ultra diversifié et il faut mettre des billes partout, dans l'immobilier. Et comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Parce que, de nouveau, personne ne peut dire quel sera l'actif qui va vraiment le mieux résister. On pourrait dire que c'est l'or, et pour l'instant, l'or, il n'a pas ce rôle-là. Donc, on pourrait dire que c'est l'immobilier, mais ça se trouve, l'immobilier pourrait lui aussi subir des crises. Donc, de nouveau, vu que personne ne peut dire avec précision quel sera l'actif qui sera le plus intéressant, on se diversifie, on met des billes un petit peu partout, et comme ça, on est sûr d'être au moins sur les quelques bons actifs qui vont plutôt bien tenir par rapport à ce qui va nous arriver, et Dieu sait justement ce qui va nous arriver. Anticiper, ça ne sert à rien. On n'anticipe pas des cracks. On ne panique pas au moindre petit retournement du marché en mode c'est bon, la bulle va éclater. Ça, c'est vraiment ceux qui malheureusement vont vendre et qui vont rater en fait le plus gros de la hausse. Mais par contre, on gère son risque et on adapte la stratégie au risque. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment évolué dans ma stratégie. Je prends beaucoup moins de risques. J'ai beaucoup réalloué en fait de capitaux dans les cryptos pour les placer ailleurs, que ce soit en fait dans des stablecoins rémunérés, dans de l'immobilier, dans de l'or ou d'autres types d'actifs. On gère ces risques comme on le souhaite, mais en tout cas, il faut les gérer. Et on s'adapte par rapport à une incertitude qui est de plus en plus importante et à des risques de plus en plus gros. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Mais on ne sort pas des marchés parce que honnêtement, ceux qui veulent anticiper, en général, ils se trompent dans 99% des cas. Ensuite, si on revient un petit peu par rapport aux cryptos, le hash rate, là je mets rapidement le graphique du hash rate qui est revenu faire un nouveau plus haut. Donc ça veut dire que la crise chinoise, on la met de côté. Ça, c'est plutôt très positif pour le marché en fait des crypto-monnaies qui avait subi en fait pour le coup de plein fouet la crise chinoise qui avait interdit pour le coup le mining. Donc il y a eu une grande migration. Et là, on a une magnifique correction classique en V sur le hash rate qui n'a pas vraiment été suivie parfaitement par le Bitcoin, mais qui a été plutôt bien suivi quand même dans le sens où pour le coup, le Bitcoin est revenu chercher son précédent plus haut, tout comme le hash rate est revenu faire un nouveau plus haut. Donc je trouve quand même que ça c'est plutôt très positif et donc il n'y a plus vraiment de risque, même au contraire, je pense que cette migration des mineurs chinois vers d'autres pays est même plutôt une bonne nouvelle parce qu'on nous parlait tout le temps de justement cette concentration des mineurs en Chine, et bien pour le coup maintenant on l'a plus. Donc ça pour le coup ça c'est vraiment une plutôt bonne nouvelle. Ensuite cette correction qui nous a amené à avoir une belle liquidation. Là je vous mets rapidement en fait, là on voit les liquidations sur une journée qui ont été plutôt assez puissantes. C'est à cause de ça en fait majoritairement qu'on est venu chercher très très proche de la zone des 40 000 $. De nouveau, il se passe quoi? Il se passe que le Bitcoin, personne ne veut l'acheter à 30 000 $, personne ne veut l'acheter à 40 000 $. Par contre, le Bitcoin à 68 000 $, tout le monde l'achète en mode to the moon, on prend du levier, on achète et au final, on se fait défoncer en fait par le marché parce qu'on l'achète quand le risque est de nouveau au plus haut. Et tous ceux qui ont été liquidés sont tous les petits malins qui ont acheté avec du levier 2, 3, 4, 5 dans les 60, 65, 68 000 $. Alors, je vous rappelle quand même que le fait en fait d'avoir de l'effet de levier en fait qui soit pris majoritairement sur les niveaux les plus hauts et les plus risqués, c'est comme s'il y avait un stop
au niveau à peu près des 40 000 $. Pourquoi? Parce que ces personnes en fait se font liquider. Donc il y a un appel de marge classique, ils se font liquider vu que leur collatéral ne suffit plus pour tenir la position. En plus de tous les traders qui vont avoir des stops. Comme moi par exemple, j'avais des stops en fait dans la zone des 61 000 $ parce que justement je voulais la jouer serrée, la cassure en fait de l'ATH, et ensuite mes derniers stops pour vraiment sortir complètement de position à 53 000 $. Donc bien évidemment qu'il y a ceux qui mettent des stops mais qui gèrent leur risque, et ceux qui en plus prennent de l'effet de levier et qui vont également avoir des stops forcés. Donc tout ça en fait que il y a des liquidations en cascade, pas mal de volatilité, et bien évidemment que les gros viennent chercher toute cette liquidité et ils le font très souvent quand il y a des creux de liquidité, les samedis matins par exemple. Voilà. Donc là on a vraiment eu, j'ai envie de dire, une chasse au stop plutôt saine pour calmer un petit peu les excès, pour calmer un petit peu les ardeurs de certains qui se voyaient déjà millionnaires en prenant juste un levier x5 sur la cassure de l'ATH en mode to the moon et qui non en fait se font défoncer en fait par le marché, parce qu'une nouvelle fois rien n'est simple dans ce marché. Là je vous mets en fait le Fear and Greed Index. C'est un indicateur qui est extrêmement simple et si on le suit à chaque fois en général on achète les bons niveaux. De nouveau, lors de ma dernière vidéo, on était exactement sur le même niveau au niveau du Fear and Greed Index. On était sur un niveau intéressant d'achat quand les gens paniquaient après une baisse importante. Et donc là, pour le coup, ça reconfirme le fait que, justement, je vous indiquais quand on était sur un niveau intéressant en fait d'achat en début de vidéo, dans la zone justement proche des 40 000 $. Pourquoi? De nouveau, parce que on est sur un niveau de panique. On le voit, les gens commencent à repasser baissier. Alors c'est marrant parce que dès qu'il y a un peu d'indécision, on le voit. Dès que le Bitcoin repart un petit peu à la hausse, c'est bon, on rachète en mode to the moon. Et puis ça repart à la baisse. Ah merde, en fait non, je repasse bear, je repasse acheteur, je repasse baissier. Et c'est comme ça en fait qu'on crame son capital. Et c'est vraiment en fait dans ces moments-là qu'il faut faire le moins d'opérations possible, qu'il faut être capable d'acheter, de tenir ses positions, parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on achète. On achète parce qu'on est sur un potentiel point bas, parce que la panique, elle est très très forte, et qu'on commence à voir tout un tas en fait de personnes qui vont rebasculer baissier. Et c'est là où c'est intéressant en fait d'acheter. Et pour le coup, cet indicateur-là, jusqu'à présent, il a toujours eu raison. Alors après, bien évidemment, on peut rester plusieurs semaines sur des niveaux de panique. Ça ne veut pas dire que là, ça va rebondir de suite. Mais ça veut juste dire que c'est mieux en fait d'acheter maintenant que d'acheter quand le Fear and Greed était sur les 80, quand le Bitcoin était sur ses plus hauts. Voilà. Donc de nouveau, on achète quand on est proche des 10, comme c'est le cas actuellement. Ensuite, le comportement des investisseurs de long terme n'a pas changé. Qui est-ce qui ont pris des pertes? Ce ne sont pas principalement les investisseurs en fait de long terme, ce sont les investisseurs de court terme que j'appelle plus communément les mains faibles. Donc là, en fait, je vous mets le graphique qui nous montre un petit peu les pertes. Les pertes ont été réalisées principalement par ces investisseurs-là. Donc, on peut le voir en fait par l'indicateur de chez Glassnode, donc le SOPR qui nous montre tout simplement les pertes qui sont réalisées par les investisseurs. Donc là, plus précisément, les investisseurs de court terme. Donc, ce sont eux en fait qui encaissent. Et bien évidemment, ces personnes-là, ils ont acheté sur les plus hauts et ils revendent principalement sur les zones de rebond. Ça ne veut pas de nouveau dire que ça va absolument rebondir maintenant, mais en tout cas, c'est une zone de rebond, zone sur laquelle les investisseurs qui font un peu n'importe quoi, sont un peu débutants, vont justement paniquer et vont vendre. Donc maintenant, on va terminer. On va terminer avec tous ces points qui sont plutôt bullish. Honnêtement, pour l'instant, en tout cas, moi, c'est pour ça que je mise toujours sur le rebond du Bitcoin, malgré tous les risques, parce que j'estime que les conditions sont intéressantes. Mais de nouveau, si c'est invalidé, je prends mes pertes qui sont contrôlées et après, basta. Pas d'émotion, on s'en fiche. Voilà, on prend ce qu'il y a à prendre, le marché fait de toute façon ce qu'il veut. On n'est pas là en fait pour débattre par rapport à ça. Et on va terminer maintenant par rapport à l'Ether. Alors, l'Ether, il est vraiment intéressant. Là, vous avez le graphique de l'Ether en journalier. L'Ether, déjà, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? Forte résilience et encore une meilleure résilience par rapport au Bitcoin. Et j'ai envie de dire un faible impact de la correction du Bitcoin. Là, on le voit, en fait, l'Ether est revenu chercher le bas de son range. Certes, il y a eu une petite mèche qui est venue chercher en fait des stops, mais on a clôturé au-dessus des 4 000 $. Et pour l'instant, en fait, j'ai envie de dire que l'Ether n'a pas trop bougé par rapport à un Bitcoin qui, lui,
a quand même donné en fait des signaux beaucoup plus baissiers. L'Ether, lui, reste sur une très très belle configuration. Certes, la zone des 4000 $, c'est la zone pivot importante qu'il faudrait vraiment tenir à tout prix. Et il faudrait rester en fait entre les 4000 et les 4800 pour continuer à ranger. Et après, pourquoi pas. Donc là, pour le coup, la cassure des 4800 qui serait de nouveau un gros signal d'achat pour l'Ether. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur une belle configuration. On a une belle compression. Si on vient casser la zone des 4000 $, j'imagine que ce serait avec un accompagnement du Bitcoin qui irait de nouveau chercher en fait dans la zone des 40 000. Dans ce cas-là, effectivement, l'Ether aurait une zone absolument à défendre dans la zone des 3300. S'il vient casser en fait cette zone, bon, ça remet pas encore en question la dynamique haussière, mais par contre, ça amène à beaucoup plus de consolidation. Si on revient chercher dans la zone des 2800, là, c'est vraiment par contre la zone à ne pas casser. Et là, si on vient la péter, là, on va aller chercher beaucoup plus bas et on peut aller chercher en dessous en fait des 2000 $. Et là, honnêtement, c'est pas demain la veille qu'on va revoir un Ether refaire un nouveau plus haut. Alors, également à prendre en compte, c'est le gros signal haussier. Bon, je pense que tout le monde en a parlé par rapport au Bitcoin. Là, je vous mets rapidement le graphique de l'Ether versus BTC. Bon, c'est pas une surprise. Je veux dire, ce signal, je pense que tout le monde l'a vu. On avait une magnifique compression, un beau triangle de compression qui avait été cassé par le haut, plus la cassure de la zone des 0,0485 BTC. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Ça nous dit que durant des moments de correction du Bitcoin, l'Ether a été beaucoup plus soutenu parce que tout simplement l'Ether commence à se décorréler par rapport au Bitcoin et par rapport au reste du marché. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Là, je ne vais pas forcément trop en parler parce qu'on est déjà sur plus de 30 minutes de vidéo. Mais j'en parlerai justement en fait dans une prochaine vidéo où on va un petit peu plus aborder ce phénomène de décorrélation de certains gros projets, certaines blockchains en fait de niveau 1, comme l'Ether, qui commencent justement à complètement se déconnecter, se décorréler par rapport au Bitcoin. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment un long débat et une longue discussion en fait qu'on pourra avoir sur une prochaine vidéo justement, dans laquelle je vais parler en fait des projets les plus intéressants pour 2022 et surtout, je vais parler des fondamentaux qui commencent enfin à avoir un impact sur les valorisations. Et là, on l'a vu, c'est hyper flagrant par rapport au comportement de l'Ether lorsque le Bitcoin a fortement corrigé. L'Ether a beaucoup moins corrigé. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très, très important d'en parler. J'en parlerai pour le coup plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, l'Ether aujourd'hui doit absolument faire partie des stratégies d'investissement. Il faut avoir du Bitcoin comme il faut avoir en fait de l'Ether. Je pense qu'il n'y a plus de débat par rapport à ça aujourd'hui. L'Ether ne fait que confirmer tout ça. Donc, très, très important d'avoir de l'Ether qui a une bien meilleure configuration technique et qui a une configuration qui pour l'instant en tout cas a l'air de se mettre en place pour aller chercher une surperformance par rapport au Bitcoin. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Bon, il y avait plein de choses à dire, je peux pas forcément tout dire en fait dans une seule vidéo parce qu'il y a énormément de points et c'est pour ça pour le coup que il faut s'inscrire aux lettres d'investissement. Je fais des points beaucoup plus réguliers. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a pour le coup Club Invest avec notamment les conférences qui sont faites chaque 2 semaines, des conférences privées et également le groupe Discord. Donc tout ça, vous trouverez en fait les infos en description. Alors je vais également bientôt sortir une interview vidéo de Cédric qui est également un entrepreneur, investisseur en fait dans les crypto-monnaies, qui s'est expatrié récemment à Maurice et qui va un petit peu nous partager son expérience en tant qu'entrepreneur avant tout en France. Donc restez bien à l'écoute et abonnez-vous pour être notifié. La vidéo devrait sortir d'ici à peu près une semaine et donc ensuite une autre vidéo qui va sortir plus pour parler donc des projets les plus intéressants pour 2022 et notamment on va parler de l'impact des fondamentaux et des gros projets comme Ethereum qui commencent à totalement se déconnecter, se décorréler par rapport au Bitcoin. Allez, beaucoup de choses en tout cas à voir. Je vous souhaite écoutez, une bonne semaine, un bon mois de décembre avec les fêtes qui approchent et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.